Le 24 décembre 2005, à 23h47, Père Michel Savard disparaît littéralement sous les yeux de 300 fidèles, réunis dans la cathédrale Notre-Dame de Chartres pour la messe de minuit. Un instant il était là, célébrant l'office de Noël devant l'autel principal. L'instant suivant, il avait disparu sans laisser de traces. 18 ans plus tard, lors de travaux de restauration, des artisans découvrent des documents cachés derrière un vitrail médiéval endommagé. Ces papiers, écrits de la main du prêtre disparu, révèlent un secret si troublant qu'il explique non seulement sa disparition, mais aussi pourquoi certaines personnes étaient prêtes à tout pour le faire taire. Que peut bien avoir découvert ce prêtre respecté pour que sa propre hiérarchie décide de l'éliminer en pleine nuit de Noël ? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Chartres, cette ville de 40 000 habitants située dans le département d'Eure-et-Loir, à 90 km au sud-ouest de Paris, était en 2005 un centre de pèlerinage prospère. La cathédrale Notre-Dame, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, attirait plus de 1,5 million de visiteurs par an. Ces vitraux du XIIe et XIIIe siècle, considérés comme les plus beaux d'Europe, généraient des revenus considérables pour la commune et la diocèse d'Eure-et-Loir. L'économie locale dépendait largement du tourisme religieux. Les boutiques de souvenirs, les hôtels-restaurants et les services touristiques employait près de 30% de la population active. La cathédrale n'était pas seulement un monument historique, c'était le poumon économique de la ville. Michel Savard, 45 ans en 2005, était arrivé à Chartres en 1998, après 12 années passées dans diverses paroisses rurales d'Eure-et-Loir. Originaire de Dreux, il avait été ordonné prêtre en 1986, à l'âge de 26 ans, relativement jeune pour l'époque. Sa vocation était née d'une expérience personnelle profonde, la mort de son frère aîné dans un accident de voiture quand Michel avait 18 ans. Père Michel était connu pour sa simplicité et son dévouement. Il habitait un modeste appartement dans le presbytère adjacent à la cathédrale, refusant systématiquement les invitations dans les restaurants huppés de la ville. Il préférait prendre ses repas avec les bénévoles de la paroisse ou les familles modestes du quartier Saint-Pierre. Sa routine était immuable. Chaque matin à 6h30, il célébrait la messe dans la chapelle latérale pour une dizaine de fidèles assidus. À 8h, il prenait son petit déjeuner au café du Parvis avec Madame Sylvie Fontaine, la secrétaire de la paroisse depuis 20 ans. Puis il consacrait ses matinées aux visites pastorales dans les maisons de retraite et l'hôpital municipal. Les après-midi étaient réservés à la préparation des offices et aux entretiens avec les paroissiens. Père Michel avait développé une réputation de confesseur attentif et discret. Beaucoup de Chartrains venaient le voir pour des problèmes familiaux ou financiers, sachant qu'il les écouterait sans juger. La diocèse d'Eure-et-Loir était dirigée par Monseigneur André Claudel, un homme de 68 ans proche de la retraite, qui laissait de plus en plus de responsabilités à son évêque auxiliaire, Monseigneur Henri Leclerc. Ce dernier, 58 ans, était considéré comme l'étoile montante de l'Église catholique française. Leclerc avait un profil atypique pour un homme d'église. Diplômé de HEC Paris avant d'entrer au séminaire, il avait travaillé 3 ans dans une banque d'affaires avant de découvrir sa vocation religieuse. Cette expérience du monde financier lui avait donné une vision pragmatique de la gestion ecclésiastique qui tranchait avec la formation purement théologique de ses confrères. Depuis son arrivée à Chartres en 2002, Leclerc avait modernisé l'administration diocésaine. Il avait créé un service de communication, développé un site internet et mis en place des partenariats avec des tours opérateurs spécialisés dans le tourisme religieux. Les recettes de la cathédrale avaient augmenté de 40% en 3 ans. Antoine Garnier, 35 ans, était diacre permanent depuis 2003. Contrairement à Père Michel, il représentait la nouvelle génération d'hommes d'église. Diplômé en théologie et en communication, il maîtrisait parfaitement les outils numériques et les réseaux sociaux.
Garnier était chargé de l'organisation des grands événements liturgiques et de la coordination avec les médias. Il avait notamment organisé la retransmission télévisée de la messe de Pâques 2005 sur France 2, qui avait attiré près de 2 millions de téléspectateurs. Physiquement, Antoine était l'opposé de Père Michel. Grand, mince, avec des traits fins et une élégance naturelle, il plaisait aux journalistes et aux responsables du tourisme local. Sa capacité à expliquer les traditions religieuses dans un langage accessible en faisait un interlocuteur privilégié pour les reportages sur Chartres. Sylvie Fontaine, 52 ans, était plus qu'une simple secrétaire. Employée de la paroisse depuis 1985, elle connaissait tous les secrets de la cathédrale. Veuve depuis 1999, elle avait reporté toute son affection sur la communauté religieuse. Son bureau, situé dans une ancienne sacristie, était le véritable centre névralgique de la cathédrale. Tous les courriers, toutes les factures, tous les dons passaient par ses mains. Elle gérait l'agenda des prêtres, organisait les célébrations et tenait la comptabilité des offrandes. Sylvie avait développé une relation maternelle avec Père Michel. Elle s'inquiétait de son état de santé, lui préparait des tisanes quand il était fatigué et n'hésitait pas à le gronder quand il s'alimentait mal. Cette proximité lui avait permis de remarquer des changements subtils dans le comportement du prêtre au cours des dernières semaines de 2005. Décembre 2005 avait été marqué par une agitation inhabituelle à la cathédrale. Les préparatifs de Noël mobilisaient toute l'équipe, mais une tension latente régnait dans l'air. Père Michel semblait préoccupé, plus distant que d'habitude. Il avait annulé plusieurs rendez-vous et passait de longs moments enfermé dans son bureau. Sylvie avait remarqué qu'il consultait fréquemment des documents qu'il rangeait précipitamment dès qu'elle entrait dans la pièce. Elle avait aussi noté qu'il avait eu plusieurs entretiens privés avec Monseigneur Leclerc, ce qui était inhabituel, car leur relation était généralement cordiale mais distante. Le 20 décembre, elle avait surpris une conversation téléphonique de Père Michel. Il parlait à voix basse, mais elle avait distinctement entendu les mots « pas acceptable » et « je dois réfléchir à ce que je vais faire ». Quand elle lui avait demandé si tout allait bien, il avait éludé la question avec un sourire forcé. Le 22 décembre, Père Michel avait demandé à Sylvie de lui préparer une enveloppe recommandée pour Paris, sans préciser le destinataire. Le lendemain, elle l'avait vu photocopier des documents dans son bureau, ce qui était inhabituel, car il lui confiait généralement ce type de tâche. Le 24 décembre 2005 était un samedi. Père Michel avait célébré la messe matinale avec son habituelle piété, mais Sylvie avait remarqué qu'il semblait nerveux. Il avait renversé le calice pendant la consécration, incident rarissime pour un prêtre d'expérience. Vers d'ici, Monseigneur Leclerc était venu lui rendre visite. L'entretien, qui avait duré près d'1 heure, s'était déroulé dans le bureau de Père Michel, porte fermée. Sylvie avait entendu des éclats de voix, ce qui était totalement inhabituel. Après le départ de Leclerc, Père Michel était resté prostré dans son fauteuil. Quand Sylvie lui avait apporté son thé habituel, elle avait remarqué qu'il avait les mains tremblantes. Il lui avait dit avec un sourire triste: « Sylvie, si quelque chose m'arrivait, souvenez-vous que j'ai toujours voulu bien faire. » Cette phrase avait marqué la secrétaire, mais elle n'avait pas osé l'interroger davantage. Père Michel avait passé l'après-midi en méditation dans la chapelle, préparant spirituellement la messe de minuit. À 19 ans, Père Michel avait rejoint l'équipe de bénévoles pour les derniers préparatifs. La cathédrale était décorée selon la tradition. Un immense sapin de Noël installé dans le transept sud, des couronnes de l'Avent suspendues aux piliers et des centaines de bougies créaient une atmosphère féerique. Frère Antoine Garnier coordonnait l'installation du matériel de sonorisation. Cette année, la messe était retransmise en direct sur Radio Chartres et un enregistrement était prévu pour la télévision régionale. Des micros avaient été installés près de l'autel principal et dans la nef. Vers 21h, les premiers fidèles avaient commencé à affluer. Chartres attirait des visiteurs de toute la région parisienne pour la messe de minuit. L'office était réputé pour sa beauté et l'acoustique exceptionnelle de la cathédrale.
À 22h30, Père Michel était entré dans la sacristie pour revêtir ses ornements liturgiques. Il portait ce soir-là une chasuble blanche brodée d'or, réservée aux grandes solennités. Sylvie l'avait aidé à s'habiller comme elle le faisait toujours pour les cérémonies importantes. À 23h45, la procession d'entrée s'était formée. Père Michel, précédé de 2 enfants de chœur portant des cierges, avait remonté l'allée centrale sous les applaudissements discrets des fidèles. La cathédrale était bondée, près de 300 personnes étaient présentes. L'office avait commencé normalement. Père Michel avait prononcé l'antienne d'ouverture de sa voix claire et posée. Les lectures de la Nativité résonnaient dans la nef, portées par l'acoustique parfaite du lieu. Tout semblait se dérouler comme prévu. À 23h47, pendant l'hymne Gloria in excelsis Deo, Père Michel se trouvait derrière l'autel principal, face à l'assemblée. Il dirigeait le chant liturgique, les bras levés selon la tradition. Plusieurs témoins se souviennent parfaitement de ce moment car c'était l'un des moments les plus solennels de la messe. C'est alors que l'impensable s'est produit. Selon les témoignages concordants, Père Michel s'est soudainement immobilisé. Ses bras sont retombés le long du corps et il a regardé fixement vers le fond de la cathédrale. Plusieurs personnes ont remarqué qu'il avait pâli. Madame Berthe Calvados, assise au 2e rang, a déclaré plus tard « Il avait l'air terrifié, j'ai cru qu'il faisait un malaise ». Monsieur Jean-Pierre Leblanc, placé dans le transept nord, a témoigné « J'ai vu ses lèvres bouger comme s'il parlait à quelqu'un, mais il n'y avait personne près de lui ». Pendant quelques secondes, qui ont semblé interminables aux fidèles, Père Michel est resté immobile. Puis, d'un mouvement brusque, il s'est dirigé vers la sacristie située derrière le chœur. Il marchait rapidement sans regarder l'assemblée. Frère Antoine Garnier, qui officiait comme diacre, a tenté de le rattraper. Il a déclaré plus tard « J'ai pensé qu'il se sentait mal. J'ai voulu l'aider. » Mais il a levé la main pour me faire signe de ne pas le suivre. J'ai hésité, puis j'ai décidé de continuer l'office pour ne pas inquiéter les fidèles. Plusieurs témoins ont confirmé que Père Michel était entré dans la sacristie vers 23h48. La petite porte en bois sculptée s'était refermée derrière lui. C'était la dernière fois qu'on l'avait vu vivant. Les minutes qui ont suivi restent floues. Frère Antoine a improvisé une homélie courte, expliquant que Père Michel avait été pris d'un malaise et qu'il allait revenir. L'assemblée, bien que surprise, est restée calme. Beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'un simple incident de santé. Vers minuit 5, voyant que Père Michel ne revenait pas, Antoine est allé discrètement dans la sacristie. Il l'a trouvée vide. La chasuble blanche était soigneusement pliée sur la table, comme si le prêtre avait pris le temps de se changer. La porte donnant sur la cour intérieure était entr'ouverte. Antoine a immédiatement alerté Sylvie Fontaine, qui était restée dans la cathédrale pour surveiller l'office. Tous deux ont d'abord pensé que Père Michel était sorti prendre l'air et qu'il allait revenir. Ils ont décidé d'attendre quelques minutes avant de donner l'alerte. Vers minuit 15, ils ont discrètement parcouru les abords de la cathédrale. La cour intérieure, les jardins adjacents et le parvis ont été rapidement inspectés. Aucune trace de Père Michel. Son manteau était resté dans la sacristie, ce qui était inquiétant par cette nuit de décembre où la température avoisinait les 2 degrés. À minuit 30, Sylvie a pris la décision d'appeler les gendarmes. Le capitaine Bernard Moreau, de service cette nuit-là, est arrivé sur les lieux vers minuit 45. Il a immédiatement organisé une recherche méthodique dans un périmètre de 500 mètres autour de la cathédrale. Les premières constatations ont été troublantes. Père Michel avait laissé toutes ses affaires personnelles dans la sacristie. Son portefeuille, contenant 90 €, ses clés, sa montre et sa médaille de Saint-Christophe qu'il ne quittait jamais. Il avait même laissé ses chaussures liturgiques et remis ses chaussures de ville. L'enquête a été confiée à l'inspecteur Jean-Claude Morvan, de la police judiciaire de Chartres. Morvan, 42 ans, était un policier méticuleux qui avait déjà traité plusieurs affaires de disparitions inquiétantes dans la région. Les premières auditions ont été menées dès le 25 décembre. Morvan a interrogé tous les témoins présents lors de la messe de minuit, soit près de 300 personnes. Un travail titanesque qui a duré plusieurs semaines.
Plusieurs éléments ont rapidement émergé. D'abord, l'état d'esprit de Père Michel dans les jours précédant sa disparition. De nombreux témoins ont confirmé qu'il semblait préoccupé, nerveux, différent de son habitude. Sylvie Fontaine a évoqué les conversations téléphoniques mystérieuses et les documents qu'il consultait en secret. Ensuite, les circonstances de la disparition elle-même. Plusieurs témoins ont décrit le comportement étrange de Père Michel à 23h47. Il avait regardé vers le fond de la cathédrale, comme s'il avait vu quelqu'un, puis il avait quitté l'hôtel précipitamment. L'inspecteur Morvan a fait analyser les enregistrements de la messe. Sur la bande sonore de Radio Chartres, on entendait distinctement le moment où Père Michel s'était arrêté de chanter. Il y avait un silence de quelques secondes, puis le bruit de ses pas sur les dalles de pierre. Morvan a exploré toutes les pistes possibles. La première hypothèse était celle d'un malaise ou d'un trouble psychologique. Père Michel avait-il été victime d'une crise de panique, d'un épisode dépressif? Le médecin de famille, Dr Philippe Mercier, a formellement écarté cette possibilité. Père Michel était en bonne santé physique et mentale. La deuxième piste était celle d'un départ volontaire. Père Michel avait-il décidé de quitter son ministère? Cette hypothèse était contredite par plusieurs éléments. D'abord, il n'avait emporté aucun effet personnel. Ensuite, son compte bancaire n'avait pas été vidé. Enfin, son caractère ne correspondait pas à un départ impulsif. La troisième piste était celle d'un enlèvement. Mais qui aurait enlevé un prêtre pendant la messe de minuit? Et pourquoi? Père Michel n'avait pas d'ennemis connus, il vivait modestement et ne représentait aucun enjeu financier. Aucune demande de rançon n'avait été reçue. L'inspecteur Morvan a interrogé longuement Monseigneur Leclerc sur l'entretien du 24 décembre. L'évêque auxiliaire a expliqué qu'ils avaient discuté de l'organisation des festivités de Noël et de quelques problèmes administratifs mineurs. Il a nié toute tension particulière avec Père Michel. Plusieurs témoignages ont cependant attiré l'attention de Morvan. Madame Jacqueline Roux, qui habitait rue d'Échange, à proximité de la cathédrale, a déclaré avoir entendu des voix dans la cour vers minuit 50. Elle ne pouvait pas distinguer les paroles, mais elle était certaine qu'il s'agissait de plusieurs personnes. Monsieur André Petit, insomniaque habituel, a affirmé avoir vu une voiture sombre stationnée devant la cathédrale vers 1h du matin. Il avait trouvé cela suspect, car le stationnement était interdit à cet endroit après 22h. Malheureusement, il n'avait pas relevé la plaque d'immatriculation. Plus troublante encore, Madame Marie-Claire Dubois, qui rentrait de la messe de minuit, a déclaré avoir aperçu Père Michel vers 1h15 près de la gare. Il était en compagnie de 2 hommes et semblait agité. Elle n'avait pas osé l'aborder car elle avait eu l'impression qu'il ne voulait pas être vu. Ces témoignages, bien que fragmentaires, dessinaient un scénario inquiétant. Père Michel n'était peut-être pas parti seul. Mais l'enquête a buté sur l'absence d'éléments tangibles, aucune trace de lutte, aucune piste véritablement exploitable. Après 6 mois d'investigation intense, l'enquête a commencé à s'enliser. Morvan avait épuisé toutes les pistes traditionnelles. Il avait interrogé l'entourage de Père Michel, analysé sa correspondance, vérifié ses comptes bancaires, consulté les archives diocésaines. Rien n'expliquait sa disparition. Les autorités ecclésiastiques ont également mené leur propre enquête interne. Un visiteur apostolique envoyé par Rome a auditionné tous les membres de la hiérarchie diocésaine. Aucun élément compromettant n'a été révélé. En septembre 2006, le dossier a été classé sans suite. Officiellement, Père Michel Savard était porté disparu dans des circonstances inexpliquées. La cathédrale avait repris son rythme normal avec un nouveau prêtre affecté à la paroisse. La disparition de Père Michel a profondément marqué la communauté religieuse de Chartres. Pour la première fois de l'histoire moderne, un prêtre avait disparu en plein office devant des centaines de témoins. Cet événement inouï a suscité de nombreuses interrogations et théories. Monseigneur Leclerc a géré la crise avec habileté. Il a organisé une série de messes en mémoire du prêtre disparu et a veillé à ce que la liturgie continue normalement.
Il a aussi coordonné avec les médias pour éviter une médiatisation excessive qui aurait nui à l'image de la cathédrale. Un nouveau prêtre, Père François Lemoine, a été affecté à la paroisse en février 2006. Homme discret et compétent, il a réussi à restaurer la confiance des fidèles. Cependant, il a fallu plusieurs années pour que la communauté retrouve sa sérénité. Sylvie Fontaine a été la plus affectée par la disparition. Elle a développé une culpabilité persistante, se reprochant de ne pas avoir suffisamment insisté quand elle avait remarqué les changements de comportement de Père Michel. Elle a suivi une thérapie pour surmonter ce traumatisme. Frère Antoine Garnier a progressivement assumé plus de responsabilités dans la paroisse. Sa gestion de la crise du 24 décembre 2005 lui avait valu la reconnaissance de sa hiérarchie. Il était devenu l'adjoint officieux de Père Lemoine. Cependant, ceux qui le connaissaient bien avaient remarqué des changements subtils dans son comportement. Il était devenu plus nerveux, plus introverti. Il avait également développé une aversion pour les grandes cérémonies, préférant les offices plus intimes. En 2008, Antoine a demandé à être ordonné prêtre. Sa demande a été acceptée et il a été ordonné en juin 2009. Il a alors été affecté à une paroisse rurale du nord du département, loin de l'agitation de Chartres. Paradoxalement, la disparition de Père Michel a eu un impact positif sur la fréquentation touristique de la cathédrale. L'histoire du prêtre disparu était devenue une attraction supplémentaire pour les visiteurs. Des guides touristiques évoquaient le mystère lors des visites, et plusieurs articles de presse avaient relancé l'intérêt pour Chartres. Monseigneur Leclerc a su capitaliser sur cette notoriété. Il a développé de nouveaux circuits touristiques et a créé un parcours du mystère qui incluait la sacristie où Père Michel avait été vu pour la dernière fois. Les recettes de la cathédrale ont continué à progresser. En 2010, la cathédrale a accueilli un record de 1,8 million de visiteurs. Leclerc a été promu évêque titulaire en 2011, remplaçant Monseigneur Claudel parti à la retraite. Sa gestion moderne et efficace était reconnue par toute la hiérarchie catholique française. Malgré l'absence de nouvelles pistes, plusieurs théories ont continué à circuler dans la population locale. Certains évoquaient un enlèvement crapuleux qui aurait mal tourné. D'autres imaginaient que Père Michel avait découvert un secret compromettant et qu'il avait été réduit au silence. Une théorie plus romantique voulait qu'il ait retrouvé un amour de jeunesse et qu'il ait quitté les ordres pour refaire sa vie. Cette version était populaire parmi les paroissiens qui préféraient imaginer Père Michel heureux quelque part plutôt que victime d'un crime. La théorie la plus sombre, défendue par quelques esprits chagrins, évoquait un conflit interne à l'Église. Père Michel aurait découvert des malversations financières ou des abus sexuels au sein de la hiérarchie et aurait été éliminé pour protéger l'institution. La famille de Père Michel n'a jamais cessé de chercher des réponses. Ses parents, agriculteurs retraités de la région de Dreux, ont multiplié les démarches auprès des autorités. Ils ont engagé un détective privé en 2007, sans succès. Sa sœur cadette, Martine, professeure de français au lycée de Chartres, a créé une association pour les familles de disparus. Elle organisait chaque année, le 24 décembre, une veillée de prière dans la cathédrale. Ces commémorations rassemblaient une 50aine de personnes fidèles à la mémoire du prêtre. Les parents de Michel sont décédés en 2015 et 2017, emportant avec eux l'espoir de retrouver leur fils. Martine a continué seule son combat, mais l'énergie n'était plus la même. Elle a fini par accepter l'idée que la vérité ne serait peut-être jamais connue. Au fil des années, la disparition de Père Michel est devenue une légende locale. Les nouvelles générations de Chartrains connaissaient l'histoire, mais elle faisait désormais partie du folklore de la ville. Les guides touristiques la racontaient avec plus de fantaisie que de précision. Seuls quelques proches gardaient une mémoire précise des événements. Sylvie Fontaine, qui avait pris sa retraite en 2018, continuait à s'interroger sur les derniers jours de Père Michel. Elle était convaincue qu'il avait découvert quelque chose d'important, mais elle n'avait jamais pu identifier quoi. En septembre 2023,
La cathédrale Notre-Dame de Chartres a entrepris un vaste programme de restauration des verrières. Ce projet, financé par l'État et l'Union européenne, visait à préserver les vitraux médiévaux qui montraient des signes de dégradation préoccupants. L'entreprise Vitrail Patrimoine, spécialisée dans la restauration d'art sacré, a été chargée des travaux. Une équipe de 12 artisans dirigée par le maître verrier Jean-Louis Dufour a commencé par un diagnostic complet de l'état des verrières. Les travaux ont nécessité la mise en place d'échafaudages imposants dans toute la cathédrale. Pour la première fois depuis des décennies, les artisans ont eu accès aux parties hautes des murs, normalement inaccessibles. C'était l'occasion d'une inspection minutieuse de toute la structure. Le 15 novembre 2023, vers 14h30, Laurent Bouchard et Michel Petit, deux verriers expérimentés, travaillaient sur le vitrail de la Passion du Christ, situé dans le déambulatoire sud. Cette verrière du XIIIe siècle présentait plusieurs panneaux endommagés qui nécessitaient une restauration délicate. En déposant un panneau représentant la crucifixion, Laurent a remarqué quelque chose d'inhabituel. La maçonnerie située derrière le vitrail présentait une cavité artificielle, soigneusement masquée par du mortier de couleur assortie. Cette cachette, invisible depuis l'intérieur de la cathédrale, n'était visible que depuis l'extérieur, avec l'échafaudage. Au début, j'ai pensé que c'était juste un défaut de construction, expliquera plus tard Laurent Bouchard. Mais en grattant le mortier, j'ai senti qu'il y avait un vide derrière. C'était trop régulier pour être naturel. Intrigués, les deux artisans ont soigneusement dégagé le mortier avec leurs outils de précision. La cavité mesurait environ 30 cm de large sur 20 de haut. À l'intérieur, enveloppé dans plusieurs couches de plastique étanche, se trouvait un paquet soigneusement ficelé. Jean-Louis Dufour, le chef d'équipe, a immédiatement suspendu les travaux et contacté les autorités. À 16h, l'inspecteur Caroline Lemaire, nouvellement affectée au commissariat de Chartres, arrivait sur les lieux, accompagnée du procureur adjoint, maître Pierre Valentin. L'examen du paquet a été effectué dans le bureau du procureur, en présence de Monseigneur Leclerc et de Sylvie Fontaine, convoqués comme témoins. L'emballage, constitué de sacs plastiques de congélation superposés, avait parfaitement protégé le contenu de l'humidité. À l'intérieur, les enquêteurs ont découvert un dossier de 52 pages, entièrement rédigé de la main de Père Michel Savard. L'écriture était reconnaissable. Sylvie l'a immédiatement identifié. Le dossier était daté du 23 décembre 2005, soit la veille de la disparition. Le document était accompagné de photocopies de factures, de relevés bancaires et de correspondances diverses. Tout était soigneusement classé et annoté de la main du prêtre. Visiblement, Père Michel avait constitué ce dossier méthodiquement sur plusieurs semaines. La première page portait un titre écrit en lettres majuscules « Les faux miracles de Chartres, dossier confidentiel ». En dessous, Père Michel avait écrit « Si ce document est découvert, c'est que quelque chose m'est arrivé. Je prie pour que la vérité éclate enfin. » Les premières pages du dossier décrivaient un système sophistiqué de falsification de miracles organisé au sein même de la cathédrale. Selon les notes de Père Michel, certains membres de la hiérarchie diocésaine orchestraient des guérisons miraculeuses pour attirer plus de pèlerins et augmenter les dons. Le système fonctionnait ainsi. Des complices, se faisant passer pour des pèlerins, simulaient des handicaps ou des maladies lors des grandes célébrations. Puis, à des moments soigneusement choisis, ils prétendaient être guéris par l'intercession de la Vierge de Chartres. Ces miracles étaient filmés discrètement et diffusés sur les réseaux de communication catholiques. Père Michel avait découvert le stratagème par hasard en reconnaissant l'un des miraculés quelques jours après sa prétendue guérison. L'homme, qui était censé être paralysé des jambes, faisait tranquillement ses courses au supermarché local. Intrigué, le prêtre avait commencé à enquêter discrètement. Le dossier contenait des preuves irréfutables. Père Michel avait photographié plusieurs miraculés menant une vie normale après leur prétendue guérison. Il avait aussi photocopié des factures prouvant que la diocèse versait des indemnités de déplacement à ses complices.
Plus grave encore, le prêtre avait découvert l'existence d'un compte bancaire secret alimenté par les dons spécifiquement collectés pour l'œuvre des miracles. Ce compte, ouvert dans une banque de Paris, contenait plus de 800 000 € en novembre 2005. Les relevés montraient des virements réguliers vers des comptes personnels de Monseigneur Leclerc, du docteur Philippe Mercier et de 3 autres complices. Le système générait environ 50 000 € par mois, entièrement détournés du patrimoine de l'Église. D'après les investigations de Père Michel, le réseau était dirigé par Monseigneur Leclerc, avec la complicité active du docteur Mercier. Ce dernier rédigeait de faux certificats médicaux attestant des handicaps des complices avant leur guérison. Il signait aussi les constats de guérison, donnant une crédibilité médicale aux prétendus miracles. Frère Antoine Garnier occupait un rôle central dans l'organisation. Chargé de la communication, il orchestrait la mise en scène des miracles et leur diffusion médiatique. Il coordonnait aussi le recrutement des complices, souvent des personnes en difficulté financière, attirées par les indemnités. Sylvie Fontaine était manipulée à son insu. Elle transmettait innocemment les informations sur les pèlerins attendus, permettant au réseau d'organiser les mises en scène aux moments les plus propices. Sa réputation d'honnêteté la rendait au-dessus de tout soupçon. Les notes de Père Michel révélaient comment il avait progressivement découvert l'ampleur du système. Tout avait commencé le 2 novembre 2005, lors de la Toussaint. Il avait remarqué qu'une femme, miraculeusement guérie d'une claudication sévère la semaine précédente, marchait normalement dans les rues de Chartres. Intrigué, il avait commencé à observer discrètement les autres miraculés. En 6 semaines d'enquête, il avait identifié 12 cas de fausse guérison. Il avait même suivi certains complices jusqu'à leur domicile, découvrant qu'ils menaient une vie parfaitement normale. Le 15 décembre, Père Michel avait confronté directement Frère Antoine. Ce dernier, pris au dépourvu, avait fini par avouer sa participation au système. Il avait expliqué que l'argent servait à promouvoir le rayonnement de Chartres et que les fins justifiaient les moyens. Selon ses notes, Père Michel avait donné un ultimatum à Monseigneur Leclerc le 20 décembre. Il exigeait l'arrêt immédiat du système et la restitution des sommes détournées. Il menaçait de révéler l'affaire aux autorités civiles et au Vatican, si ces demandes n'étaient pas satisfaites. Leclerc avait demandé un délai de réflexion jusqu'après les fêtes de Noël. Il avait argué que révéler l'affaire pendant cette période ferait un scandale énorme et nuirait à l'image de l'Église catholique. Père Michel avait accepté d'attendre, mais il avait commencé à constituer son dossier de preuves. La dernière note, datée du 23 décembre à 22h30, était particulièrement poignante. « Demain, je célébrerai peut-être ma dernière messe à Chartres. Si Leclerc refuse mes conditions, je remettrai ce dossier aux autorités le 26 décembre. Je prie pour que Dieu me donne le courage de faire ce qui est juste, même si cela doit détruire ma carrière ecclésiastique. » La découverte du dossier de Père Michel a provoqué un séisme dans les institutions locales. Le procureur Valentin a immédiatement ouvert une enquête préliminaire pour escroquerie en bande organisée et détournement de fonds. L'affaire, vieille de 18 ans, n'était pas prescrite car elle concernait des crimes contre l'État et l'Église. L'inspecteur, Caroline Lemaire, a été chargée de rouvrir le dossier de la disparition de Père Michel. Cette fois, l'enquête disposait d'un mobile clair et d'une liste de suspects identifiés. Les circonstances de la disparition prenaient enfin un sens logique. Monseigneur Leclerc, convoqué dès le 16 novembre, a nié catégoriquement toute implication dans un système de faux miracles. Il a prétendu que le dossier était un faux, rédigé par une personne malveillante pour nuire à sa réputation. Cette défense a rapidement montré ses limites face aux preuves accumulées. L'audition de Sylvie Fontaine s'est révélée décisive. Confrontée aux éléments du dossier, elle a réalisé qu'elle avait été manipulée pendant des années. Elle a reconnu avoir transmis innocemment des informations sur les pèlerins sans comprendre l'usage qui en était fait. Plus importante encore, elle a confirmé l'authenticité de l'écriture de Père Michel et la véracité de plusieurs faits mentionnés dans le dossier. Elle se souvenait parfaitement de l'agitation du prêtre en décembre 2005 et de ses conversations téléphoniques mystérieuses.
Le docteur Philippe Mercier a d'abord tenté de nier, puis face aux preuves bancaires, il a fini par avouer sa participation au système. Il a expliqué qu'il avait été progressivement entraîné par Leclerc, qui lui avait fait miroiter les bienfaits financiers de l'opération. Frère Antoine Garnier, devenu Père Antoine depuis 2009, officiait dans une paroisse rurale près de Nogent-le-Rotrou. Quand les gendarmes se sont présentés à son presbytère le 18 novembre, ils ont trouvé un homme profondément changé. Le jeune homme ambitieux de 2005 était devenu un prêtre austère, rongé par la culpabilité. Antoine n'a opposé aucune résistance. Il a même semblé soulagé que la vérité éclate enfin. Lors de sa garde à vue, il a fourni aux enquêteurs des détails précis sur le fonctionnement du réseau et sur les derniers jours de Père Michel. Son témoignage a permis de reconstituer les événements du 24 décembre 2005 avec une précision saisissante. Pour la première fois, les enquêteurs comprenaient ce qui s'était réellement passé cette nuit-là dans la cathédrale. Selon Antoine, l'entretien entre Père Michel et Monseigneur Leclerc, le 24 décembre, avait très mal tourné. Leclerc avait catégoriquement refusé d'arrêter le système, arguant qu'il rapportait trop d'argent pour être abandonné. Il avait même menacé Père Michel de le faire muter dans une paroisse isolée s'il révélait l'affaire. Père Michel avait alors annoncé qu'il remettrait son dossier aux autorités dès le 26 décembre. Cette menace avait poussé Leclerc à prendre une décision drastique. Il avait contacté 2 complices du réseau, des hommes peu scrupuleux, habitués aux basses œuvres. Le plan était simple, intercepter Père Michel après la messe de minuit et le contraindre à détruire son dossier. Leclerc comptait sur l'intimidation pour faire plier le prêtre. Il n'avait pas prévu que Michel résisterait aussi fermement. D'après le témoignage d'Antoine, les 2 complices s'étaient positionnés dans la cathédrale pendant la messe. Ils se faisaient passer pour des fidèles, mais Père Michel les avait reconnus. C'étaient des hommes qu'il avait déjà vus lors d'opérations de faux miracles. Comprenant qu'il était en danger, Père Michel avait quitté précipitamment l'autel à 23h47. Il espérait échapper à ses poursuivants en passant par la sacristie et en sortant par la cour intérieure. Malheureusement, les complices l'attendaient à la sortie. La suite s'était déroulée rapidement. Les hommes avaient contraint Père Michel à les suivre jusqu'à une voiture garée près de la gare. Ils voulaient le conduire dans un endroit isolé pour discuter calmement et le convaincre de renoncer à ses révélations. Le trajet avait mal tourné. Père Michel, homme de conviction, avait refusé tout compromis. Il avait affirmé qu'il préférait mourir plutôt que de se taire face à cette corruption de l'Église qu'il servait fidèlement depuis 20 ans. Selon Antoine, qui tenait ces informations de Leclerc lui-même, l'un des complices avait perdu son sang-froid. Une altercation avait éclaté dans la voiture et Père Michel avait été accidentellement blessé mortellement. Les complices, paniqués, avaient fait disparaître le corps et simulé un enlèvement. Leclerc avait organisé la suite. Il avait fait nettoyer la voiture, détruit les preuves et soudoyé les complices pour qu'ils quittent la région. L'un d'eux était parti en Espagne, l'autre en Allemagne. Il n'était jamais revenu en France. Le 22 novembre 2023, Monseigneur Henri Leclerc a été placé en garde à vue. Âgé de 76 ans, l'homme qui avait dirigé la diocèse de Chartres pendant plus de 20 ans apparaissait désormais comme le cerveau d'une organisation criminelle ayant causé la mort d'un prêtre intègre. Face aux témoignages d'Antoine et aux preuves du dossier de Père Michel, Leclerc a d'abord maintenu ses dénégations. Il a prétendu qu'Antoine mentait pour se venger d'anciennes rancœurs professionnelles. Il a aussi affirmé que le dossier était un faux fabriqué pour le compromettre. Mais l'enquête financière menée en parallèle a rapidement confirmé l'existence des comptes secrets et des détournements de fonds. Les experts en écriture ont formellement authentifié les documents rédigés par Père Michel. Leclerc s'est retrouvé acculé par l'accumulation de preuves. Dans la nuit du 23 novembre, après 16 heures de garde à vue, Monseigneur Leclerc s'est finalement effondré. Face à l'évidence, il a avoué son rôle dans l'organisation du système de faux miracles et sa responsabilité indirecte dans la mort de Père Michel.
Selon ses aveux, il n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Le système de faux miracles avait commencé comme une initiative marketing pour promouvoir Chartres face à la concurrence d'autres lieux de pèlerinage. L'argent détourné servait officiellement à financer des projets pastoraux. Leclerc a reconnu avoir organisé l'intimidation de Père Michel, mais il a maintenu que la mort du prêtre était accidentelle. Selon lui, les complices avaient dépassé ses instructions. Il les avait payés pour faire peur à Michel, pas pour l'éliminer. L'enquête a révélé que le corps de Père Michel avait été dissous dans l'acide par les complices, dans une propriété abandonnée de la Beauce. Cette méthode, suggérée par l'un des hommes qui avait des antécédents criminels, ne laissait aucune trace exploitable. La propriété, située à 40 km de Chartres, appartenait à un ancien paroissien décédé en 2004. Leclerc en avait gardé les clés pour y entreposer du matériel liturgique. C'était l'endroit parfait pour faire disparaître les preuves. Les habits liturgiques de Père Michel, retrouvés soigneusement pliés dans la sacristie, avaient été disposés ainsi par Leclerc lui-même. Il voulait faire croire à un départ volontaire ou à un enlèvement sans violence. Cette mise en scène avait effectivement trompé les premiers enquêteurs. L'arrestation de Leclerc a provoqué l'effondrement de tout le système. Les enquêtes bancaires ont révélé que plus de 2,3 millions d'euros avaient été détournés entre 2002 et 2005. Cet argent avait servi à financer le train de vie luxueux de Leclerc et de ses complices. Le faux évêque possédait un appartement cossu à Paris, une maison secondaire en Dordogne et plusieurs comptes dans des banques suisses. Il menait une double vie, prêchant la pauvreté évangélique le dimanche et profitant de l'argent des fidèles le reste de la semaine. L'enquête a aussi révélé que le système avait des ramifications dans d'autres diocèses. Leclerc avait exporté sa méthode à Lourdes et à Lisieux, créant un véritable réseau national de faux miracles. Plusieurs autres prélats ont été mis en examen dans les semaines suivantes. Le 15 décembre 2023, exactement 18 ans et 21 jours après la disparition de Père Michel Savard, le procureur de Chartres a organisé une conférence de presse pour révéler la vérité sur cette affaire qui avait marqué la ville. Les révélations ont provoqué un choc dans la communauté catholique locale et nationale. L'histoire du prêtre intègre éliminé pour avoir voulu dénoncer la corruption de sa hiérarchie a ému l'opinion publique. Père Michel était enfin reconnu comme une victime de son sens moral. Monseigneur Leclerc a été inculpé d'escroquerie en bande organisée, détournement de fonds publics et complicité d'homicide involontaire. Il risquait 15 ans de prison ferme. Frère Antoine, devenu partie civile après ses aveux, a été condamné à 3 ans de prison avec sursis pour complicité d'escroquerie. L'un des complices impliqués dans la mort de Père Michel a été retrouvé en Espagne et extradé vers la France. L'homme, Diego Fernandez, 58 ans, était devenu un petit délinquant alcoolique vivant dans la banlieue de Séville. Il a été condamné à 12 ans de prison pour homicide involontaire. Le second complice, Klaus Weber, n'a jamais été retrouvé. Les autorités allemandes ont confirmé qu'il était décédé en 2018 dans un accident de la route près de Munich. Il emportait avec lui les derniers secrets de cette sordide affaire. Le docteur Mercier a été radié de l'ordre des médecins et condamné à 5 ans de prison ferme pour faux en écriture et complicité d'escroquerie. Sa carrière et sa réputation étaient définitivement ruinées. L'affaire Savard a provoqué une crise majeure dans l'Église catholique française. Le Vatican a dépêché un légat apostolique pour enquêter sur les ramifications du système de faux miracles. Plusieurs évêques ont été contraints à la démission. Une commission d'enquête interne a été créée pour auditer toutes les guérisons miraculeuses survenues en France depuis 2000. Plus de 100 cas suspects ont été identifiés, remettant en question l'authenticité de nombreux pèlerinages lucratifs. L'Église a aussi dû rembourser plusieurs millions d'euros aux fidèles trompés. Un fonds d'indemnisation a été créé pour dédommager les personnes qui avaient fait des dons, en croyant financer de véritables œuvres pieuses. Une cérémonie solennelle a été organisée le 24 décembre 2023 dans la cathédrale de Chartres pour honorer la mémoire de Père Michel Savard.
L'archevêque de Paris, représentant le pape François, a reconnu officiellement que le prêtre était mort en martyr de la vérité. Une plaque commémorative a été apposée dans la sacristie où Père Michel avait été vu vivant pour la dernière fois. Elle porte l'inscription « À la mémoire du Père Michel Savard, 1960-2005, qui a donné sa vie pour défendre l'intégrité de l'Église catholique. » Sa sœur Martine, aujourd'hui âgée de 67 ans, a enfin pu faire son deuil. Elle a déclaré « Maintenant, je sais que mon frère est mort en héros. Il a refusé de se compromettre avec la corruption, même au prix de sa vie. C'est exactement l'homme que j'ai toujours connu. » L'affaire Savard a profondément marqué les esprits et modifié les pratiques de l'Église catholique française. Des procédures strictes ont été mises en place pour vérifier l'authenticité des miracles. Un contrôle financier renforcé a été instauré dans toutes les diocèses. La cathédrale de Chartres a retrouvé sa sérénité, mais avec une fréquentation différente. Les touristes viennent désormais autant pour l'histoire du prêtre martyr que pour les vitraux médiévaux. Un parcours mémoriel retrace la vie et le sacrifice de Père Michel. Sylvie Fontaine, malgré ses 70 ans, a repris du service comme bénévole pour accompagner les visiteurs. Elle raconte inlassablement l'histoire de Père Michel au groupe de pèlerins, veillant à ce que sa mémoire reste vivante. Cette affaire nous montre comment la corruption peut s'installer même dans les institutions les plus respectées et comment des hommes de conviction peuvent payer de leur vie leur refus de se compromettre. Père Michel Savard incarnait ces valeurs morales qui transcendent les intérêts matériels. Elle révèle aussi la puissance de la vérité, qui finit toujours par éclater, même après des décennies de silence. Le vitrail brisé qui a révélé le secret était-il un simple hasard ou faut-il y voir une justice immanente? Chacun jugera selon ses convictions. L'histoire de Père Michel rappelle que l'héroïsme ne se manifeste pas toujours sur les champs de bataille, mais parfois dans le simple refus de transiger avec sa conscience. Dans une époque où les compromissions semblent normales, son exemple garde toute sa force. Ce cas nous montre comment un homme seul peut ébranler tout un système de corruption par la seule force de sa conviction morale. Aviez-vous perçu les indices qui pointaient vers la hiérarchie ecclésiastique tout au long de cette enquête? Que pensez-vous du courage de Père Michel face à ceux qui voulaient le réduire au silence? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire d'intégrité et de sacrifice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si ce récit vous a marqué et partagez-le avec ceux qui s'intéressent aux histoires vraies où la justice finit par triompher.